Tac. Allô? Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien déjà, si tout le monde me voit, si le son fonctionne. Bonsoir Nico, merci d'être là. Ça a l'air de fonctionner. Bonsoir Adrien, Marius. Et oui David, c'est ma barbe de confinement ça. Super Camille. Ah salut Aurélien, trop bien. Super. Bon bah cool, on va commencer tranquillement. Alors la petite vidéo que j'avais mis tout à l'heure en intro là, je vais la remettre du coup. Tac tac. Faire comme ça ici. Je vais la mettre en grand. Ça permet de faire une petite intro. Donc ça, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est juste un exercice, un practice que je fais de temps en temps, qui s'appelle Virtual Plein Air. Donc en fait, c'est pas mal, c'est un peu comme si vous faisiez du sketch, mais digital. Donc le principe, c'est d'aller sur Google Street View, par exemple. Et du coup, je regarde un petit peu aussi les commentaires en même temps. Super. Salut Ancha. D'aller sur Google Street View, de prendre une image et puis de s'amuser à la reproduire le plus fidèlement possible. Alors là, évidemment, j'ai accéléré la vidéo hyper rapidement. Mais le but, c'est pas l'idée d'aller vite. Hein. C'est l'idée de m'exercer à peindre et à trouver les bonnes couleurs, etc., à faire des petites compos sympas. Donc voilà, c'est purement de l'exercice. Et je recommande fortement ce petit exo pour s'améliorer, pour les couleurs, etc. Voilà, ça permet de laisser les gens nous rejoindre. Bonsoir. Les petites brushes, ouais, je pourrais mettre des liens après si vous voulez. C'est des brushes que je me suis faites au fur et à mesure, que je me suis faites ou que j'ai acheté, parce qu'en fait, la plupart du temps, je les achète. Il y a pas mal d'artistes qui font des brushes eux-mêmes. Salut Leïda. Et non, je parlais pas en anglais. Surtout que toi, tu es au Canada en plus, donc j'ai surtout pas envie d'entendre ton accent canadien non plus. Donc ouais, non, les brushes, c'est des brushes que j'ai soit achetées ou soit faites moi-même, que je pourrais éventuellement partager aussi également, si ça intéresse. Ou mettre des petits liens pour les acheter. En général, ça coûte 2-3 balles. Hein. C'est pas grand-chose. Voilà. Je laisse ça encore une petite minute, voir s'il y a 2-3 questions sur ce sujet-là. Et puis après, on va commencer tranquillement. Voilà. Je vais me mettre un petit peu plus grand. Alors Laure, j'essaye de pas justement, j'essaye de garder un seul calque. Alors ça m'arrive d'en avoir genre 3-4, mais l'idée c'est de pas avoir trop de calques, de pas trop s'embêter avec les calques. Comme si vous aviez votre stylo, votre brush dehors. Salut Juju. Bien sûr que je suis beau après 2 mois de confinement, tu parles. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. On va peut-être en sortir un jour.
Et moi, ça fait super plaisir d'être là. J'ai été invité par Tropisme, du coup, à faire ce live ce soir. J'ai jamais fait cet exercice-là. Je suis super content. Je vais partager un petit peu ma carrière. Une seule toile, en fait. Ouais, un layer. Je vais partager un peu ce que j'ai fait donc, pendant ces 10 dernières années, comment je suis arrivé ici, comment j'en suis arrivé à faire du matte painting et du concept art, par où je suis passé. Ouais, qu'est-ce que c'est que le matte painting, qu'est-ce que c'est que le concept art, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout. Bien sûr, n'hésitez pas à poser plein de questions. Je serais très content d'y répondre. Puis voilà, on va faire ce petit tour d'horizon là tranquillement. Alors pour la présentation générale, donc je m'appelle Aurélien Ronceret. Je suis concept artiste et matte painter depuis 10 ans maintenant. J'ai été formé à l'ESMA de Montpellier, l'école de cinéma, d'animation et d'effets spéciaux. Et j'ai travaillé 7 ans à Londres dans des studios de post-production. Donc, j'en ai travaillé dans 2 gros studios. L'un, c'était The Mill. Bonjour Léla. Et l'autre, c'était Dineg. Donc, je peux peut-être vous montrer, si je partage mon écran comme ça, tac. Pour ceux qui seraient intéressés. Hop. Donc, 2000, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, en fait, ils avaient fait, par exemple, les effets spéciaux de Gladiator à l'époque. Donc, c'est un assez vieux studio, créé d'abord à Londres et qui après s'est étendu aux États-Unis. Maintenant, ils sont au Canada. Ils refont du film parce qu'ils avaient arrêté de faire du film. Ils sont en Australie aussi. Et ouais, le coup de vieux, 10 ans. Donc, super studio. Et puis après, j'ai bougé à Dineg, anciennement plus connu sous le nom de Double Négative. Un autre super studio de post-prod. Je vais mettre en grand, c'est plus facile. Donc voilà, qui font de la série télé, du cinéma, connu vachement là pour James Bond, Inception, les Batman. Donc voilà, j'ai travaillé là. Et puis récemment, on est rentré à Montpellier où je me suis installé à l'Altropisme, du coup, où j'ai monté mon studio Bold Brush. Et du coup, je suis en freelance maintenant. Voilà un petit peu le petit tour d'horizon. Tac. Je regarde mes petites notes en même temps. J'essaie de faire le bon élève. Alors, ma spécialité, voilà, c'est ça. Ma spécialité, moi, je préfère travailler dans les séries. Donc, j'ai fait un tout petit peu de ciné. J'ai juste fait un film, en fait, qui s'appelait L'Oro. Le titre français, je ne me rappelle pas. Mais fait par un grand réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paolo Sorrentino. Pour ceux qui connaissent, c'est un réalisateur italien. Super taf. Et ce film-là, c'était un film sur Berlusconi. Un film bien craqué. Très belle réa. Enfin voilà, c'était assez cool de travailler sur ce film-là. Et sinon, moi, mon domaine de prédilection, c'est plus les séries télé. Donc j'ai bossé sur Black Mirror, un épisode de la saison 4 et un épisode de la saison 5. Dark Crystal, par exemple, Doctor Who, pas mal de séries Netflix. Altered Carbon, pour ceux qui connaissent peut-être. Et puis d'autres bien sûr. Et puis avant, j'ai fait énormément de pubs. Oui, l'apéro. Bah, tiens, on va faire un peu de pub du coup. S'ouvrir une petite bière. C'est une bonne idée.
Hop. À la vôtre. Bon, moi, c'est sans alcool, par contre, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, donc là c'est pour la petite intro parcours. Je sais pas déjà s'il y a des petites questions, voilà, n'hésitez pas. Et puis sinon je vais commencer. Ouais, je vais venir là-dessus. Sur la série Altered Carbon, j'ai fait du matte painting. Donc c'est au moment où je suis arrivé à Dineg, en fait, ils étaient sur la fin de Altered Carbon et j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques plans dessus. D'ailleurs avec Leïda qui est un peu plus haut là dans le chat. Et ouais, je me barre de mon live, moi. On me dit d'aller trinquer, je vais trinquer. Alors, le concept art, je suppose qu'il y en a qui ne doivent pas savoir ce que c'est. Concept artiste aussi, qu'est-ce que c'est? En grosso modo, c'est un peu peut-être un... Chine, Aurélie. C'est peut-être un grand mot pour certaines personnes qui peuvent un peu impressionner, mais en fait, c'est illustrateur pour le milieu du divertissement, que ce soit le jeu vidéo, le film, les séries, court-métrage, évidemment. C'est quoi comme bière? Oh, voilà, on n'est pas allé chercher bien loin. Hein. C'est une 16 et elle est sans alcool. Donc, l'idée, en fait, quand on est concept artiste, c'est de réussir à visualiser graphiquement une image ou une idée, en image, pardon, une idée du réalisateur. Donc, par exemple, s'il a l'idée de créer un monstre, de créer tel environnement, une atmosphère, une ambiance, ça va être à nous, en tant qu'illustrateurs, de coucher ça sur papier, donc soit digitalement ou soit avec des croquis au début, pour pouvoir après présenter ça à d'autres membres de la production. Donc, si je vous montre quelques exemples, par exemple, de très grands concept artistes que vous connaissez pour ceux qui suivent bien Star Wars, un des plus grands, c'est Ralph McQuarrie. Donc, ouais, je vais vous partager mon écran. Tac. Voilà. Donc ça, c'est des trucs à la base, tout est fait traditionnellement, hein, l'aérographe, au crayon, la gouache, peinture. Tout ça, c'est pas digital, bien sûr. Ouais, Clémy, ouais, je vais venir là-dessus. Moi, j'utilise Photoshop, Maya pour la 3D et Nuke pour le matte painting. Il y en a plein d'autres. J'utilise aussi Procreate et Affinity Photo qui se développe pas mal, Krita. Marjo, parfait. Ma femme s'est initiée dans le live. Donc, d'autres concepts qui sont faits. Donc, ça, c'est vraiment à l'époque de Star Wars, au tout début. En gros, vous partez du script, on vous file un script, on vous file des lignes. Et oui, Raphaël. Ouais, c'est le grand, quoi. C'est lui qui a créé tout l'univers tel qu'on le connaît maintenant. Bon, avec d'autres, bien sûr, il est pas tout seul, mais c'est quand même lui le master. D'autres plus contemporains, pour revenir à quelque chose de plus digital, avec des choses qui se font maintenant. Il s'appelle Paul Chadesson. Chadesson, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, donc lui, c'est un très grand concept artiste aussi. Il poste énormément de choses sur Instagram. Ça, c'est. Voilà, je vous recommande de le follow. J'adore tout son travail de science-fiction, mais beaucoup de 3D. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu les grosses tendances et de voir d'où on est parti et quelles sont un peu les dynamiques maintenant en concept art. C'est Paul Chadesson. Chadei. Attends, je vais l'écrire dans le. Je vais l'écrire là. Hop.
bien partir. Je sais pas que je n'ai pas fait de faute. Voilà. Sinon, on mettra les liens de toute façon. Voilà, ça c'est un autre de ces boulots. Donc tout ça, c'est toujours des mix. Quand on est concept artiste, l'idée c'est de pouvoir vraiment partager une illustration le plus rapidement possible pour pouvoir en débattre avec le réalisateur ou avec l'équipe, savoir si ça va fonctionner, si c'est l'univers qu'on veut ou pas. Et du coup, il faut être assez rapide. Donc là, je vous montre des images qui sont voilà, très léchées. Bien sûr, quand on est concept artiste, on ne peut pas avoir ce niveau là tout le temps. Le premier, c'était Ralph McQuarrie. Hop. Comme ça. Merde. En R, au bout. Voilà, merci. Tac. Donc, ça, c'est pour les concept artistes, pour du film et des choses assez réalistes. Mais on a la même chose, on voit exactement le même processus pour des films d'animation. C'est la même chose. C'est juste que le langage va être le même, c'est juste pas la même finalité. Donc là, moi, un travail que j'aime beaucoup, une très grande sensibilité, c'est le travail de Lou Romano, avec ses pastels magnifiques. Donc ça, c'est un color key qu'il a fait pour le film Up de Pixar. Donc, c'est magnifique travail. Et ça, c'est une autre de ses illustrations un peu plus récentes qu'il a fait pour Le Petit Prince. Donc, film d'anime qui a été réalisé il y a quelques années, qui a été fini de faire au Canada, je crois. Très bon d'ailleurs. Donc ouais, je recommande aussi le boulot de Lou Romano. Il y en a plein d'autres évidemment, mais bon, j'ai sélectionné mes petits préférés du moment et ceux qui font qui continuent d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des petites questions déjà sur le travail de concept artiste? Je vais regarder si j'ai oublié 2-3 points dans ce que je m'étais noté aussi en même temps. Ah oui, voilà, je voulais revenir aussi sur le fait qu'un concept artiste, donc logiquement, il travaille au début de la production, donc ce qu'on appelle en pré-prod. C'est avant que la production ait commencé, avant qu'on ait commencé le tournage. Mais bien entendu, il peut être présent tout le long de la production. Donc, du début où on a le premier script, où il faut commencer à donner des visuels pour pouvoir ne serait-ce que aider à chiffrer le film, ou pendant la production, pendant le tournage, quand des idées changent, des costumes qui vont pas, des props. Donc les props, c'est les comment. J'ai pas le mot en français qui arrive. Quelqu'un va le mettre dans le chat, je suis sûr. Et bref, ça va me revenir. Donc les props, les décors, j'ai dit, puis ça peut être aussi un point d'éclairage. Donc on peut s'amuser à peindre et travailler avec le directeur photo ou avec des objets. Voilà, merci. C'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais c'est possible que Lou Romano était concept artiste sur la Légende de Kubo. Je vous avoue que je suis pas sûr, mais certainement. Oui, accessoire, voilà, merci. Donc voilà, donc vous pouvez aussi travailler en tant que concept artiste directement sur le lieu de tournage avec le directeur artistique, le production designer, donc le chef déco, et le réalisateur, bien entendu. Donc ça, c'est un poste qui doit être assez excitant. Moi, ça ne m'est pas arrivé d'être directement sur les lieux de tournage pour faire du concept. Je suis allé sur des tournages, mais pas pour faire du concept directement. Et enfin, il y a le concept artiste pour la post-prod. Merci Alexandre. C'est plaisir que tu sois là. David, combien d'allers-retours avec l'équipe? Ils sont gentils les réas. Je vais parler de certains, ouais, de différents réas avec qui j'ai bossé. Bon, je vais parler à ceux qui m'ont plu surtout. C'est pas facile pour eux parce que des fois ils ont quelque chose en tête de manière très 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 précise et vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Vous n'arrivez pas graphiquement à retranscrire ce qu'il a dans la tête.
malgré des échanges de références. C'est ça les deux. Donc des fois, ça peut être. C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Voilà, s'il y en a un qui galère, bah, ça arrive. L'autre prend la relève, et c'est pour ça que des fois, on voit 10, 15, 20, 35 différentes versions d'un même accessoire avant qu'on trouve la manière de le faire convenablement. Ouais, Axel, je suis d'accord. C'est pas évident de prendre Le Petit Prince. Tout ce que j'avais vu avant était sacrément raté, et celui-là est pas mal. Donc voilà, moi j'ai surtout fait du concept art dans les studios de post-production, du coup où il fallait, où on savait qu'on allait faire des créatures en 3D par exemple, on savait qu'on allait devoir réaliser des décors digitaux ou des effets spéciaux, donc vraiment des explosions, des sorts magiques ou des choses comme ça. Donc là effectivement il faut que ça soit conceptualisé, illustré avant, parce que vous pouvez pas perdre du temps à réaliser l'effet avec des logiciels qui prennent beaucoup de temps et que ça marche pas, ça plaît pas. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord une illustration, on valide ça avec le client, le réalisateur, et après on passe ça aux autres équipes qui réaliseront l'effet ou le décor ou la créature désirée. C'est cool là pour le concept art. Est-ce qu'il y a des petites questions? Donc ouais, pour le jeu vidéo, c'est grosso modo la même chose, c'est juste qu'on on parle moins de pré-prod, post-prod pour le jeu vidéo. C'est le concept artiste, il va intervenir tout le long de la production en fait, parce qu'il y aura toujours des choses à créer. Un jeu peut être tellement énorme sur des AAA, plein de personnages, énormément de costumes, de nombreux décors. Donc oui, c'est énorme. On a besoin de grosses équipes de concept artistes dans ces cas-là. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors je peux vous montrer peut-être mes concept art maintenant, ouais. C'est une bonne. J'avais plutôt l'intention de vous parler du matte painting, mais peut-être que je peux vous montrer maintenant les concepts que j'ai fait. Tac. Alors, à l'école, je savais pas trop ce que c'était que le concept art. Je savais que je voulais devenir matte painter, mais je connaissais pas trop ce que c'était que le concept art. Et c'est en rentrant dans les studios que j'ai vu dans mon département, dans le département dans lequel je bossais, des gens faire du concept en fait. Du coup, ça m'a intrigué et j'ai voulu un peu comprendre ce que c'était, pourquoi ça avait l'air aussi rough par moment, voilà, quel était le niveau d'exigence, etc., etc. Donc voilà, les premières années au tout début, j'en ai pas trop fait, parce qu'il faut faut être quand même pas mal à l'aise avec les outils, puis avec l'ensemble de la prod, à moins d'avoir une formation de concept art à la base, mais c'était pas vraiment mon cas. Et là où j'ai commencé à me sentir pas mal à l'aise, donc c'est sur un projet, peut-être que vous la connaissez, c'est la pub Lipton. Alors attendez, je regarde, il y a une question. Des boîtes de pub à nous conseiller, celle où tu as travaillé. Alors moi j'ai bossé à The Mill, c'est une boîte de post-prod qui fait de la pub. Et maintenant ils refont du film. À Paris, à Micros. Micros, ils font du film et de la pub. Faut se tenir souvent à jour au niveau des techniques de dessin et des logiciels. Bien sûr, tout le temps. Ouais, ouais. En plus, j'enseigne, donc j'essaye d'être à jour. Technique de dessin, en fait, vous apprenez le dessin en général à l'école, ou en tout cas de manière personnelle. Donc oui, les bases de dessin sont hyper importantes. Ça se retrouve pas de manière forcément directe en fait dans vos travaux, parce que vous utilisez tellement de 3D, de digital, etc. Mais le fait d'avoir des bases solides en dessin vont vous permettre d'être à l'aise en composition, en éclairage par exemple. Voilà. C'est ça en fait qui est vachement important. C'est ces bases, ces fondamentaux, ça fait partie des fondamentaux qui se voient plus. D'ailleurs, je trouve que je travaille pas assez, mais le dessin, mais on n'a pas trop le temps, quoi.
Donc la pub Lipton, donc ça c'était vraiment un super projet, l'un des premiers où j'ai pu vraiment m'éclater en concept. C'est une pub en fait où ils ont fait intervenir le Cirque du Soleil. Ils ont fait plonger en fait dans des bassins aquatiques, avec des petits tubes de peinture en fait qui leur permettraient de faire de projeter de la peinture dans l'eau en fait. Mais forcément ça n'a rien donné au tournage. C'était complètement raté. Donc on a dû en gros détourer tous les personnages et recréer tous les décors et tous les effets en 3D et en post-prod. Donc du coup il y a eu un petit moment de concept pour refaire ça. Donc voilà, ça c'est quelques concepts que j'ai fait. Et donc ça évidemment on voit bien ce qui a été le tournage que j'ai fait. J'ai repeint par-dessus, repeint sur les acteurs pour donner le look final en fait que la pub aura et que les artistes peuvent suivre. Ouais, Juju, j'ai bossé à Hong Kong, je vais revenir là-dessus parce que c'était une super expérience. Comment se sont passés tes débuts de concept artiste? La première fois, très mal en fait. Le premier concept que j'ai fait, j'étais beaucoup trop illustratif. Je pensais qu'il fallait tout peindre en fait dans Photoshop. J'avais pas cette technique en fait. Et après, j'ai appris qu'on pouvait se servir de montage photo, de 3D, de photo bashing, des techniques en fait que j'ai appris en fait un peu sur le tas et grâce aux artistes qui m'entouraient. Et du coup, ouais, le premier concept art que j'ai fait, c'était pas du tout réaliste. On pouvait pas montrer ça aux clients, donc ouais, j'ai pris un peu un petit coup de chaud. Mais c'est bien, ça fait du bien et ça m'a permis d'apprendre plus rapidement après pour faire mieux. Surtout quand vous travaillez pour des boîtes de pub qui font des choses très réalistes en fait. Donc voilà, ça c'est d'autres visuels. Après, en tant que concept artiste, après j'ai eu la chance de pouvoir faire des petites créatures. Donc ça c'est c'est une pub de voiture, une pub qui s'appelle Sangyang. C'est une marque coréenne, je crois, si je me trompe pas. Et là, le réalisateur, en fait, il voulait évidemment dans la pub avoir un espèce de petit drone qui parcourt la voiture, qui nous la présente. Et ça devait ressembler à une sorte de un petit insecte. Il n'était pas sûr du look. Donc voilà, ça c'est la première planche que j'ai proposée. Où j'ai proposé, on va dire, 3 looks bien radicales, quelque chose d'un peu plus standard, quelque chose de plus agressif et un truc plutôt mignon, cute. Donc à partir de là, le client et le réalisateur, ils valident, on va dire, un look un petit peu. Et ça permet de rentrer dans une deuxième phase de recherche où là, je donne un peu plus à manger, on va dire, et je m'éclate un peu plus en essayant plein de choses différentes, mais au moins je sais que j'ai une shape un peu à suivre. Donc là, c'est du dessin. Souvent, je dessine sur un carnet de croquis, après je scanne, et ensuite je retouche sur Photoshop. Et ça m'arrive aussi que certains soient dessinés directement sur Photoshop. Là, la nuance de gris, elle est faite sous Photoshop pour la présentation. Et ensuite, une fois qu'ils ont validé un peu plus en détail la shape exacte, je peux partir plus dans les détails. Donc là, je travaille sur un format qui est déjà une résolution qui est plus grande. Et là, du coup, je vais plus dans la mécanique et je me demande comment ça fonctionne. Je propose différentes versions encore. Souvent, le client, il va toujours vous dire je veux les bras de telle version, les yeux de l'autre. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et une fois que c'est fait, je peux passer à la version finale, on va dire, où je fais une mise en couleur et une mise en texture. Pour que l'artiste 3D qui va devoir réaliser, qui va devoir le réaliser et l'animer, ait le maximum d'informations. Donc le type d'éclairage, qu'est-ce qu'on peut, les transparences, les matériaux, comment l'éclairage réagit sur le matériau, voilà, ce genre de choses. Et ça permet de suivre aussi pendant la production, parce que en général, je suis pas trop loin des gens qui vont modéliser la chose, et on peut en discuter
peut en discuter ensemble en même temps qu'ils commencent la modélisation, les shaders, les textures, etc. Donc ça, par exemple, c'est une vue technique qu'on appelle un model sheet que je donne au modeleur pour qu'il puisse réaliser ça en 3D. Donc voilà, c'est vue de haut, vue de côté, vue de dessus. Ça permet de modéliser. Ensuite, vous pouvez faire du concept art pour des choses beaucoup plus abstraites, avec des briefs qui sont voilà, complètement obscurs la première fois qu'on vous le propose. Donc là, l'idée, c'était un rayon lumineux qui parcourait des pièces et qui à la fin crée le logo en fait. Donc là, je suis pareil, j'ai fait un mélange de 3D, de photos que moi j'avais prises dans des endroits différents. Et j'ai créé ces visuels. Alors, si je me rappelle bien, c'est une boîte de com, je crois, com et marketing, mais je suis pas trop sûr. Je me rappelle plus, c'était il y a très longtemps ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des briefs bien différents. Et ensuite, donc après 5 ans à The Mill, j'ai eu l'opportunité de partir à Dineg, à Double Négatif. Donc c'était un studio. Coucou Chloé. La version avec des flashballs. De quelle version tu parles, David? Donc ouais, après je suis parti à Dineg. C'était une boîte dont je rêvais de bosser. Et ils ont ouvert une section série télé 1 an et demi, je crois, avant que j'y arrive. Et quand j'ai postulé, ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'intégrer le studio dans cette section-là, qui était une section qui était en train de se développer à fond. Ils travaillaient pour des projets Netflix. Évidemment, ils ne pouvaient pas trop m'en parler à ce moment-là, pendant les interviews. Et ils m'ont dit, voilà, en gros, si tu fais l'affaire et si tu t'éclates, on te proposait un poste de supervision, tu pourrais avoir ton équipe et ton département. Donc forcément, grosse pression et hyper excité par l'idée. Donc j'ai foncé là-bas. Et bonne surprise en fait en arrivant, les premiers projets que j'ai faits. Donc au début, évidemment, je n'étais pas superviseur. J'étais graphiste, concept artiste et matte painter. Et on me dit, tu vas bosser sur Black Mirror saison 4, là, épisode qui s'appelle Metalhead. Donc, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je vais aller dans mon autre dossier matte painting en même temps. Voilà, c'est ça, là. Qui veut bien s'ouvrir. C'est celui-là, celui qui est en noir et blanc avec le robot chien tueur de fou, là. Alors là, vous imaginez pas le coup de pression, parce que c'était ma série préférée. Genre, je n'étais pas forcément trop fan d'aller forcément dans un studio pour bosser sur un projet en particulier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les studios pour aller travailler pour voilà, Le Roi Lion, Star Wars, tel film, ils veulent absolument. Moi, c'était pas vraiment mon cas, et là, c'était une belle surprise parce que je voulais absolument travailler sur un Black Mirror un jour, mais là, c'est plus la chance en fait qui m'y a amené. Mais ce qui a été drôle, c'est que je suis arrivé sur la toute fin de la production, on m'a dit qu'il allait y avoir du matte painting à faire, et en fait, en fin de compte, le seul matte painting que je me suis retrouvé à faire sur ce projet, ça m'a duré à peu près 2h30 de travail. C'est un plan qui bouge. Et non, j'ai pas fait le décor, j'ai juste fait la trace de brûlure qui est sous la voiture. Voilà, version 1, ça a été validé et 2 heures, c'était fini. Donc du coup, un peu déçu derrière. Mais c'est une partie de ce que c'est que le boulot en post-production et du matte painting. Donc je reviendrai sur le matte painting tout à l'heure, parce qu'évidemment, c'est pas tout le temps ça le matte painting, mais ça peut être ça. Mais du coup, quand même, super content d'avoir bossé sur ce projet parce que ça m'a permis de voir l'ensemble de la prod, de voir les concepts qui avaient été faits à la base. Et puis, je pense que c'était vraiment pour Dineg, pour la section télé,
c'était vraiment un moment de vraiment briller sur ce projet, de vraiment tout envoyer. Donc, ils avaient vraiment une équipe hyper soudée, hyper carrée. Et d'ailleurs, ils ont remporté un BAFTA pour le travail de post-production. Donc, c'était chouette. Alors, je reviens dans mon truc de concept. Et du coup, j'ai fait quelques mois en tant qu'artiste. Et après, ils m'ont proposé la direction du département, la supervision du département. Et voilà, ça a commencé à être... Et oui, Pierre, t'as vu? Elle n'est pas parfaite, cette ombre. Donc évidemment, j'ai fait d'autres matte painting avant pour montrer quand même de quoi j'étais capable. Mais et là, on a pu vraiment démarrer ce petit département de matte painting et de concept. Donc on était 7, dont un qui était à Los Angeles. Super équipe. Moi, j'en garde un souvenir absolument inoubliable. Et on a travaillé sur Dark Crystal. Et donc là, ce qui était très très chouette, c'est qu'on a été appelé très très vite en fait sur la prod, quasiment un an avant que le tournage se fasse. On était déjà en train de travailler dessus et faire du concept. Alors on faisait pas partie de l'équipe de concept artist qui était directement avec le réalisateur, bien entendu, qui travaille avec le production designer. On était l'équipe de concept artist via le studio de post-production. Et ça nous a permis de faire des concepts pour des créatures. Donc ça, c'était une proposition qui n'a pas été retenue, mais que j'aime toujours bien, d'une petite créature. Parce qu'en fait, c'est un monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monde ultra fantastique, qui est peuplé de plein de petites créatures étranges, toujours de faites de morceaux, soit de mousse ou d'écorce, etc., qui ont toujours un look un peu étrange. Donc on a dû proposer pas mal de créatures. Je vais voir si j'en ai une autre. Ouais, j'en ai une autre ici. Donc celle-là, elle avait été validée. Et donc là, en fait, c'est du travail de colorisation. Donc j'ai proposé 5 colorisations différentes. Il y en a une qui soit validée. Je ne vais pas vous montrer les 5, mais donc là, c'est un petit personnage qui est dans la série, pour ceux qui ont vu la série. Et une autre petite créature aussi, donc, qui s'appelle le Hunamoth. C'est une espèce d'énorme papillon. Donc là, pareil, proposition de 4-5 couleurs différentes, avec le rendu du background. Voilà, il y en a un petit look. C'est des petits effets que moi j'aime bien faire pour mes présentations, pour les rendre un peu plus sexy. Salut Nico, je savais pas vu que t'étais arrivé. Voilà, et je vais vous montrer une créature qu'on a dû faire aussi pour Dark Crystal, qui m'a fait galérer pendant, on appelle ça, c'est des mois de boulot. Alors évidemment, je n'étais pas tout le temps dessus. Il y avait des moments de pause, mais c'est pour ceux qui ont vu Dark Crystal. Il y a un passage, je crois que c'est un peu avant la fin, je sais plus quel épisode, peut-être 7 ou 8, où il y a plein de petites araignées qui vont créer dans les souterrains une énorme créature en fait, qui s'appelle The Ascendancy. Donc en fait, c'est une créature créée de plein d'autres créatures. Et le réalisateur avait là aussi une idée bien précise en tête, mais on a été, je sais pas, 3 ou 4 artistes à bosser dessus. On n'arrivait pas à s'en sortir. Étude des consignes particulières de painting liées au fait qu'il devait s'agir de marionnettes au final. Exactement. Ouais, je vais y venir parce que justement, c'était une des grosses galères et une des grosses exigences. Parce qu'on avait la chance d'avoir l'illustrateur original qui était avec nous. J'ai oublié son nom sur le coup. Brian Fraud, voilà, c'est ça, je vais l'écrire ici.
Et l'illustrateur, en fait, qui a créé tout l'univers, en fait, dans les années 80. Et maintenant, son fils, en fait, a repris le flambeau aussi. Et il fait aussi des marionnettes. Donc, du coup, évidemment, une exigence très, très, très particulière sur ce projet. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'à l'époque, on avait fait pour créer ce personnage, enfin, cette créature. Donc, à la base, il pensait que ça allait être que 4-5 araignées qui allaient créer, en fait, la grande créature. Ça devait être une sorte de visage, en fait. Donc, il y a un autre illustrateur qui m'avait fait un petit croquis, que vous voyez là sur la droite. Et après, moi, je travaillais en fait avec le modèle 3D de cette araignée. Et je créais des visages, en fait. Donc, j'en ai créé plusieurs, différentes variantes, selon les croquis un peu qu'on m'avait filés. Et tout en me disant que les pattes pouvaient être animées d'une certaine manière, que si jamais on voulait la créer en vrai, on pourrait le faire, en fait. C'était vraiment ça l'idée, c'était de se dire, s'il y a des animateurs qui veulent le faire, mais en vrai, ça serait possible. Alors après, le projet s'est un peu étoffé et on s'est dit que c'était pas une bonne idée de le faire à cette échelle-là, mais qu'il faudrait qu'il y ait plus d'araignées. Donc on a continué avec, je crois qu'on a triplé le nombre d'araignées. Et là, du coup, c'était plus vraiment de se dire que l'ensemble des araignées allaient être animées à la main, mais que des morceaux. Donc peut-être juste ces spatules pour créer une bouche, par exemple. Telle ou telle pince pour faire des mouvements de sourcils, de cligner les yeux, voilà. Des choses comme ça. Et le reste serait fait en 3D après. Donc ça, c'était une autre possibilité. Donc il y a eu plein de tests qui ont été faits aussi par les gens en make-up et en prosthétique et en puppet. Donc là, je montrais un front et un profil pour essayer un petit peu d'expliquer un peu plus comment pouvait fonctionner le visage. Et puis une des dernières variations, c'était donc de mettre encore plus d'araignées. Il fallait le réalisateur a eu cette idée qu'elles forment un triangle, en fait. Parce que dans la mythologie de Dark Crystal, c'était quelque chose de très important, en fait, la symbolique du triangle et des 3 points. Il y a 3 soleils, il y a plein de choses comme ça. Fra, c'est le monde dans lequel on est, en fait. Donc voilà, c'était une autre chose qu'il fallait appliquer. Donc du coup, voilà, je vous montre la structure, entre guillemets, finale que moi j'ai créée. Alors Nico, la 3D ou du moins une base de notion de 3D est quand même un prérequis pour un concept artiste du coup. Ouais, franchement, je le recommande maintenant. Je le recommande fortement. Moi, je l'utilise pas tout le temps. Ouais, il y a des fois où je fais beaucoup aussi de concepts purement 2D avec du photomontage ou du digital painting. Mais c'est tellement un outil qui vous permet d'aller très vite et de faire des choses immenses. Par exemple, si vous devez réaliser une énorme ville, maintenant il existe plein d'outils en fait en 3D de faire ça très rapidement et de créer la ville que vous voulez et pas d'être bloqué avec des photos ou à peindre pendant des heures sous Photoshop une ville. Donc c'est vraiment un super outil maintenant pour les concept artistes. Pour faire pour des personnages, pour modéliser rapidement des choses, peindre par-dessus. On jongle un peu entre tout ça, en fait. Donc voilà, en gros, ça, c'était la version finale que moi, j'avais proposée, il me semble. En sachant que là, l'étoile d'araignée faisait moins partie de la structure du visage. Donc voilà, c'était une des dernières choses aussi. Et ce qui était très impressionnant, et là, une des grandes chances, en fait, de travailler dans ce genre de boîte, sur ce genre de projet, comme le tournage se faisait, en fait, à Londres, et qu'il était vraiment pas loin du studio, on a pu se rendre sur place et participer à une réunion de pré-production pour cette créature. Et évidemment, c'est très impressionnant. Voilà, il y a 20 personnes autour de la table, des gens de Netflix, le réalisateur qui est Louis Leterrier, pour ceux qui connaissent, que j'ai trouvé absolument génial sur ce projet, qui a réalisé les 10 épisodes, ce qui est très 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 rare. Pour un réalisateur, en général, il réalise le premier et le dernier pour mettre le look du film, enfin pour mettre le look de la série.
Mais lui, il a dit non, si je fais ce projet, je fais les 10 épisodes. Ce qui est un travail de dingue. Quand on s'est mis à table à la réunion, le mec connaît les prénoms de tout le monde. Je n'avais jamais vu de ma vie. Mais voilà, je trouve. Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y avait donc Brian Fraud qui était là. Donc vous avez des commentaires sur le travail que vous faites, voilà, qui est impressionnant. Donc à chaque fois, vous essayez de faire le mieux possible, évidemment. Ensuite, d'autres concept art toujours sur Dark Crystal, là où c'était pas possible de faire ce décor-là en vrai. Tout le désert, c'était pas possible. Donc on savait que ça allait être un désert fait en full CG, en full 3D. Donc du coup là aussi j'ai fait des illustrations. Et l'idée dans le script, dans le scénario, c'est que c'est un désert qui bouge comme un océan en fait. Donc il y a des vagues qui bougent constamment. Et il y a cette créature en fait sur lequel les Gelflings, donc c'est les personnages de la série, vont traverser le désert. Alors évidemment pour des raisons de budget, ils ont énormément cuté ce passage-là. Même un concept art que j'ai fait, que je peux pas vous montrer là, que j'avais fait pour la séquence avec une énorme vague. On devait passer la créature devait passer sous une vague en fait de sable. Ça a été annulé parce que au niveau budget c'était colossal et du coup ce sera peut-être présent dans la saison 2, on ne sait pas. Et normalement, voilà, dans l'histoire, il y a un orage qui éclate quand il passe. Donc là aussi, c'est pareil, j'ai designé le désert, cette vague, cette tornade. Et en plus de ça, il fallait essayer de trouver un look pour les éclairs. Parce que là aussi, le réalisateur avait quelque chose en tête. Donc on a testé plusieurs choses. Le désert s'appelle Crystal Désert, donc il est censé avoir des petits morceaux de cristal un peu partout. Ça, c'est des choses voilà, qu'on teste, qui n'étaient pas au début, qu'on teste dans un second temps. Comment amener cette idée-là avec des idées d'explosion, parce qu'à un moment donné, voilà, le Réa avait l'idée peut-être que les éclairs, au contraire, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, ils sont peut-être pas blancs, mais ils sont noirs comme ça. Puis à la fin, il y avait des éclairs qui venaient et du haut et du bas, donc voilà, tester d'autres manières de faire rencontrer, de faire exploser ça, en sachant que c'est des effets qui seront faits enfin en 3D en fait. Donc voilà, ça je me suis éclaté là-dessus. Ça je vous ai montré. Je vois qu'il est déjà 7h moins 10. Le concept art, je vais aller un peu plus vite. Du coup, le concept art aussi, ça peut aider à faire découvrir des effets dans une séquence animée. Donc là, par exemple, c'est une série qui n'est pas particulièrement brillante. Hein. C'est une série Superman. Je ne me rappelle plus du titre exact. Qui est fun, mais bon, c'est un peu cheapos. Et il y a un effet où il fallait que le dôme, il y a un dôme en fait de lumière qui doit s'ouvrir. Donc comme ça sera fait en 3D, bien entendu, conceptualiser l'ouverture du dôme et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté. Donc, voilà, ça peut vous être demandé aussi en concept. Vous pouvez très bien faire du concept art pour de l'UI, donc pour du graphique ou du motion graphique sur du film. Ça, moi j'aime bien aussi, c'est cool. Donc toujours, ce qui est hyper important en fait quand vous faites du concept art, c'est que tout votre but, il a le but narratif, rien d'autre. Il n'y a rien qui est fait rien qui est là pour juste faire joli ou pour se la péter ou ce genre de choses quoi. C'est à chaque fois vous verrez que le réalisateur ou la prod reviendra vers vous en disant non, ça par rapport à l'histoire, ça va être too much ou non, ça c'est pas exactement ce qu'il nous faudrait, etc., etc. Donc ça a toujours un but narratif. Pour Doctor Who, par exemple, il a fallu faire un vaisseau spatial. Et là, je savais que je crois que j'avais 2 jours et demi pour faire ça. C'est ce qui était un peu hallucinant, mais Doctor Who est connu et ça a une réputation pour. Ils sont à je sais pas combien de saisons. C'est pareil, c'est pas des budgets énormes, donc il faut réussir à faire des choses cool et fun dans un temps éclair.
Donc voilà, une demi-journée pour faire des petits croquis. Le réalisateur ou votre superviseur en choisit un. Et après, vous faites le reste en 3D, en sachant que là, j'ai utilisé ce qu'on appelle une technique de kit bash. Donc pour faire simple, en fait, c'est une bibliothèque d'objets 3D qui existait à Dineg et qui a été faite, là en l'occurrence, c'était l'artiste Robin, je vais maltraiter son nom de famille, Konieczny, je crois qu'il s'appelle, il m'excusera. Super artiste qui m'a prêté sa bibliothèque d'assets 3D pour que je puisse moi construire ma version de mon vaisseau en une journée. Alors je regarde s'il y a un petit peu des questions que j'ai ratées. Alors là, ouais, comme dit Nico, c'est un mix, ouais, photo et painting. Exactement. Ensuite, je peux pas vous dire autre chose que si vous voulez devenir concept artiste ou quand vous êtes concept artiste, de jamais oublier de faire des projets perso. Parce qu'en fait, il y a malheureusement plein de projets que vous pourrez jamais montrer. Il y a des projets qui tombent à l'eau, donc ça peut arriver, ça arrive des fois à des gens qui travaillent des années sur des jeux vidéo par exemple, et tout le projet tombe à l'eau, et malheureusement vous pouvez rien montrer de votre taf, rien du tout, parce que ça vous appartient pas déjà. Donc voilà, ça c'est, je vais vous montrer des projets que j'ai fait moi entre voilà, à la maison ou entre deux projets, dès que j'ai un peu de temps. Donc des petites illustrations, toujours avec les mêmes techniques, mais là que j'essaye d'un peu de lécher au max. Et voilà une petite dernière, celle qui vous a servi pour qui nous a servi pour la thumbnail de l'apéro. Donc ça c'est pour le concept. Du coup je vais déborder un petit peu, je suis désolé. Du coup je vais juste faire une petite synthèse sur le matte painting. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que le matte painting, en fait c'est du décor numérique, du décor digital. Donc en grosso modo c'est quand on passe du fond vert au décor final. Donc on va dire que les techniques entre le concept artiste et le matte painting sont grosso modo les mêmes. Hein. On utilise toujours du photomontage, de la 3D, du digital painting. Juste que le rendu va pas être tout à fait la même chose, le même. Et le temps passé non plus. Donc, je vais vous en montrer d'autres sur lesquels j'ai adoré travailler. Pour faire ce genre de plan, voilà, normalement, vous avez beaucoup de temps. Vous êtes assez serein, quoi. Alors, du coup, comment commencer? Pour s'entraîner, il faut faire des illus. On peut recopier des images. Ben, moi, j'ai rien contre en fait recopier tant qu'on est à l'aise avec le fait de dire qu'on est en train de recopier, qu'on est en train d'étudier. Quand on débute, c'est normal, on le fait tous, on aime un style et on se dit tiens comment il a fait ça, j'ai envie de maîtriser la technique. Et ça peut être très bien effectivement de commencer comme ça. Par exemple, pour un plan comme ça, qui est un plan où il y a un mouvement de caméra, donc je vais essayer de vous montrer une petite vidéo vite fait dans ma démo qui est à la fin là. Voilà, ici j'ai fait un petit breakdown. Et vous verrez le plan animé après. Donc, vous imaginez que sur ce genre de plan, déjà, il y a des premiers concepts, des propositions de ce qu'on appelle de layout, donc comment la rue est faite. Ensuite, il y a eu un énorme travail de référence historique, d'archives, pour savoir voilà, quel était le look dans les années, je crois que c'était dans les années 30, si je me rappelle bien, ça devait se passer. Donc voilà, les rues, les signes, sur les fenêtres, etc. Ensuite, techniquement, le réaliser, ça a pris beaucoup de temps. Et en plus de ça, c'est que c'est un shot auquel les clients, que ce soit le client Guinness et le réalisateur, le réa, pour ceux qui connaissent, c'était Jack Nava, qui est un grand réalisateur de clips.
qui fait des clips pour Beyoncé, par exemple. Et du coup, sur ce shot, j'ai dû bosser, je sais pas, mais des semaines et des semaines sur la moindre petite fenêtre, etc., etc. Et ça a duré, je sais pas, bon, c'était pas tous les jours, mais on va dire, voilà, 3 mois. Donc je peux vous dire que c'est long au bout d'un moment. Pour que la prod se mette en pause, qu'elle reprenne 1 an après, et qu'en fait, ce plan soit annulé au montage. Donc, à l'inverse, vous avez des plans éclairs comme dans Black Mirror que vous faites en une demi-journée et vous gagnez un BAFTA. Et il y a des plans dans lesquels vous mettez toute votre votre énergie, tout ce que vous savez. En plus, ça vous plaît parce que moi, j'adore les films ou les choses c'est des trucs historiques où il faut recréer des choses du passé. Donc j'aime bien bitouiller un peu et voir ouais. Donc ouais, elle est un peu deg sur ce genre de choses. Donc, un autre sur lequel je me suis éclaté. Donc là, ça me permet de voir le avant. Ça, c'est le tournage. Et le après. Donc ça, c'est pour une pub de Noël, en fait, en Grande-Bretagne. On a toujours des budgets absolument colossaux. Ces bâtiments, c'est de la 3D. Ça, non, c'est pas de la 3D, mais c'est reprojeté sur de la 3D. Donc, en fait, on fait des modélisations très basiques après, et ça permet de faire un caméra mapping et de pouvoir faire après, de refaire après le mouvement de caméra et de donner une impression de parallaxe. Je peux parler chinois, mais voilà, mais pour être plus en détail, voilà, c'est ça. Ça, super pub, super projet. Hello. Coucou. La puce qui est rentrée. On était bien patiente, c'est super. Ensuite, un autre projet de Noël, de Man on the Moon. C'était une autre pub pour John Lewis, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est une illustration que j'ai faite pour le projet. Et ensuite, c'est les décors qu'on a réalisés. Donc là, c'est la première fois en fait que j'étais lead matte painter sur un projet. Il y avait on était 5 dans l'équipe. Non, arrête de taper, s'il te plaît. Voilà, super. Donc ça, c'est ce qui a été tourné. Donc ce qui est assez marrant sur ce genre de production, c'est qu'il y a quand même un semblant de décor. Mais ce semblant de décor, il était colossal. C'était dans un hangar de 25 mètres où ils avaient recréé une partie d'un cratère de la Lune. Coucou Véro. Et forcément, ça n'a pas plu aux clients. Ça ne plaisait pas spécialement au réalisateur non plus. Donc on a fini par absolument tout changer en post-production. L'histoire est un peu farfelue. C'est un mec qui vit sur la Lune et qui observe la Terre. Et on dirait un espèce de vieux pervers qui regarde des enfants depuis la Lune. Il y a eu beaucoup de critiques très très drôles pour cette pub sur YouTube. Donc voilà, d'autres avant et après. Donc là, c'est ce qu'on a tourné en studio. Et ça, c'est ce qu'on fait après en post-prod, donc en matte painting. D'autres techniques de matte painting, c'est de rajouter de la neige ou de l'éclairage sur des plans. Ça, c'était Black Mirror. Et oui, c'est vrai que je voulais la mettre tout à l'heure. J'ai oublié. Ça devait être la mascotte de l'apéro, ça, normalement, ce soir. Tiens, ta licorne, ma chérie. C'est de la licorne de quelque chose. Eh oui. Alors, quelques décors faits sur Altered Carbon, pour ceux qui connaissent la série. Ça, c'est vers le début. Donc là, je ne peux pas vous montrer d'avant et après, pour ça, par contre, parce que certains studios ne partagent pas tout. Ils ne vous donnent que ce que vous avez réalisé.
Donc ça, c'était évidemment, on a remplacé le ciel et on a fait tous les buildings au fond. Ici, donc là, c'est pareil, c'est un gros travail d'équipe entre l'arbre qui était fait en 3D, une partie des parois de la... Je ne sais pas si Leïda, elle est toujours là, elle se rappellera de ce projet, mais si je ne dis pas de bêtises, une partie des décors était fait en vrai, et ensuite il a fallu étendre la grotte, et en matte painting, venir repeindre par-dessus pour améliorer certaines phases de la texture, en fait. Donc, ouais, énormément de personnes impliquées dans ce genre d'effet. Salut Nico. Oui. Alors, un autre décor. Donc là, pour ce décor, il a fallu que je passe un décor de jour en nuit. Que je mette voilà, les petits effets de... C'est toujours pour altérer de carbone, ça. Jurais. Ouais, mec. Ouais, c'était chambé. Ouais, c'est ça, David. Alors, en ce moment, on est là-dedans. Donc ouais, ça c'est donc c'était un plan qui avait été tourné en 2 jours où on l'a dû le mettre de nuit. Ça se fait souvent. Comme ça, on a le maximum de résolution. Oui. Ah ouais, t'as complètement cassé la malicorne, quoi. Super. Donc ouais, ça permet d'avoir le maximum de résolution de la photo de base et après on le transforme de nuit en fait. Et enfin, il y a eu, et là où j'étais vachement content, c'est que oui. Ben oui, je suis au courant. Je crois que cette licorne ne va pas survivre la fin de ce live. Et donc là où j'étais vachement content, c'est j'ai pu rebosser sur Black Mirror sur la saison 5 et sur un épisode que j'aime beaucoup. La saison 5, elle est pas top. Mais moi, cet épisode, j'ai vachement apprécié. Et là, j'étais superviseur du coup. Et en fait, on s'est occupé de tous les décors qui étaient dans le monde, pour ceux qui ont vu l'épisode, quand ils sont en VR, en fait, quand ils sont de l'autre côté. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, moi, je voyais tout le temps ces personnages s'embrasser ou en train de baiser, clairement, parce qu'ils passent leur temps à faire ça dans le monde de la VR. Mais je connaissais pas l'histoire, en fait. Du coup, j'ai quand même réussi grâce... il y a d'autres studios qui ont travaillé dessus, en fait, et nous, on n'avait que les sections de VR à faire, et je connaissais pas du tout l'histoire. Et du coup, j'ai réussi à pas être spoilé en bossant plusieurs mois sur ce projet. Ouais, Louise, il était cool cet épisode. Donc voilà, la cloche, le Bouddha, le fight, voilà, c'est des choses qu'on a dû créer. Donc c'est des mix de techniques 3D, de photos. Et du coup, ce qui est assez marrant pour l'anecdote, pour ce projet, c'est que donc, le studio de production de Black Mirror, il est à Londres. Charlie Brooker, il a son bureau là-bas. Et un matin, on reçoit un coup de téléphone, grosse pression. Il n'était pas du tout content d'un design de la pochette, parce que normalement, Striking Viper, c'est un jeu vidéo, en fait. Et il trouvait le design absolument dégueulasse. Et du coup, il nous appelle et il nous dit, bon, il faudrait que vous veniez au studio, vous venez avec un concept artiste et on va reposer ensemble la pochette, ça va pas. Du coup, le prod qui m'appelle, il faut qu'on aille là-bas, dépêche-toi, tu vas rencontrer Charlie, il va te dire exactement ce qu'il va falloir faire, tu prends un sketchbook, n'importe quoi, des crayons et on y va, on fonce, quoi. Alors, on arrive là-bas. Eh ben non, il n'y a pas Charlie, il n'y a que Nico, là. Et du coup, bah voilà, stress maximum et en même temps excitation extrême. Ils nous font patienter dans une salle de réu parce que Charlie Brooker n'était pas dispo encore. On nous fait passer des informations, le prod arrive, il nous dit bah, faudrait que la pochette elle soit comme ci, avec des personnages, etc., etc. Donc, on commence à bosser, stress qui monte. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Finalement, tout est annulé. On verra jamais Charlie Brooker.
on est rentré au studio et on n'a jamais eu besoin de redesigner la pochette. Donc, des gros up and down, comme ouais, vous en vivez pas souvent, et qui sont excitants, à la fois un peu frustrants, mais super cool d'être allé dans le studio de prod et d'avoir rencontré d'autres gens de l'équipe. Donc voilà. Et au final, il y a beaucoup de... Moi aussi, ma puce. Et au final, il y a beaucoup de choses comme ça dans le milieu de la prod. C'est-à-dire, tout d'un coup, on s'excite, il faut les choses tout de suite, maintenant, hyper stressant. Et puis, en fait, tout retombe et on a le temps. Et au final, ça prend 6 mois et tout va bien. Donc, sur Dark Crystal, j'ai pu faire un shot avant de partir, parce qu'on est rentré après sur Montpellier. On est parti un peu précipitamment de Londres. Donc, c'est un des premiers shots que j'ai fait où il fallait recréer en fait le laboratoire de Okra, qui est cette créature-là que vous voyez de dos. Voilà. Donc, ce qui était vachement bien pour moi pour ce projet, sur lequel j'ai été presque pendant 1 an, c'est que j'ai pu faire énormément de concept art et débuter la supervision des matte painting. Parce qu'il y a évidemment, pour ceux qui ont vu la série, il y a le château, enfin, il y a plein d'environnements, la forêt, etc. Donc, il y a eu du travail qui a été fait un peu en amont. Mais malheureusement, j'ai quitté la prod. Et voilà, mais je suis quand même content d'avoir un shot dans la série. Voilà, et juste pour finir, du coup, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais maintenant, j'ai créé mon studio qui s'appelle Ball Brush. Je travaille au sein de la Altropisme avec pas mal de personnes qui sont présentes ce soir. David qui intervient pas mal, les deux Nico Gottardi et Nicolas Villeneuve, avec qui je bosse en étroite collaboration en fait. Puisque Nico a créé sa startup qui s'appelle KICO et ils font de l'hypnose. Et oui, en force. Ils font de l'hypnose en VR pour le milieu médical, le milieu hospitalier. Super projet. Je vais le marquer là. Allez voir un petit peu, découvrir de quoi ça retourne. C'est vraiment le futur. Et je vais essayer de vous montrer des illustrations que j'ai faites en fait pour KICO. Alors attendez, j'ai mis ça où? Hop. Je me suis même servi d'une illustration que j'ai faite pour eux. Pour ma petite... je vous montre. Voilà, donc ça c'est un concept que j'ai fait pour eux, pour une séance d'hypnose en fait en VR qui se passe sur une plage, donc dans un milieu voilà, très zen, très reposant, chaleureux. Et encore une fois, là il faut créer pour un outil que moi je connaissais pas du tout. Attendez, hop, qui est la VR. Et du coup, des problématiques complètement différentes, des temps de production différents. Enfin voilà, c'est tout nouveau pour moi et absolument passionnant. Donc là, il y a celui-là. Ça, c'est une illustration que j'ai faite. C'est du travail personnel. Ça, c'est la création de personnages que j'ai faite pour KICO. Donc c'est le petit nuage en fait qui a été validé au final, qui est un peu la mascotte, enfin, qui est la mascotte et qui. Et oui, tu vois Claudie. Donc voilà, qui est notre petite mascotte et qui nous suit tout au long en fait de l'aventure thérapeutique, si on peut appeler ça comme ça. Donc évidemment, super chouette de créer un petit personnage pour un but comme ça, parce que après avoir, et oui, parce que après avoir fait beaucoup de publicité, beaucoup de films ou de séries, voilà, avec des gros budgets, et bah, c'est pour Netflix, c'est super, c'est hyper excitant, mais voilà, des fois, ça fait du bien aussi d'avoir un but.
qui n'est pas pour le divertissement en premier, l'industrie du divertissement, et ça change. Donc ça, c'est une autre illustration aussi que j'ai faite pour KICO. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais au sein de mon studio à Montpellier maintenant. Donc je fais à la fois du matte painting, toujours, comme je vous ai montré. Donc, par exemple, là, je suis en production je fais des décors pour Netflix, toujours, pour la saison 4 de The Crown, pour des gens qui connaissent. Voilà, quelque chose d'hyper réaliste, très pointilleux, très, très, très historique. J'ai fait la saison 3 l'année dernière, donc très content de pouvoir faire la saison 4. Surtout depuis Montpellier, grâce au contact que j'ai fait à Londres, en fait, à l'époque. Et aussi en découvrant à Montpellier des gens qui veulent aussi faire des choses. Donc, je suis hyper content de pouvoir à la fois continuer à travailler avec des studios internationaux et à la fois avec du régional, avec des gens d'ici, quoi. Donc, on est une super équipe. Pour ceux qui connaissent, voilà, on est à l'atelier 1 avec Studio Muybridge, avec Pixel Vinaigrette, KICO. On a aussi une freelance illustratrice et une freelance architecte d'intérieur, un autre web designer. Enfin voilà, on est une équipe super cool. Donc ça fait vraiment du bien. D'autres personnages aussi que j'ai fait. Des petits projets perso pour des copains ou pour juste m'amuser. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un décor que j'ai fait pour Marie Tricard, qui est une pote avec qui j'ai bossé à Londres et qui travaille à Weta maintenant en Nouvelle-Zélande. Et ils m'ont demandé, parce qu'ils ont un super projet, je vais pas tout parler maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais voilà, ils ont un super projet en fait, ils voyagent beaucoup et du coup ils ont fait des films et ils avaient besoin de moments de passage un peu illustratif dans leurs films. Et donc Marie et Guillaume en fait m'ont demandé, j'étais hyper content de faire du décor pour eux et du coup j'ai fait ce décor là, je sais pas si j'ai mis l'autre, non j'ai pas mis l'autre, j'ai mis que celui-là. Et du coup, avec le petit process, donc le line art au début, un premier niveau de gris, et puis là, c'est la version finale. Donc voilà, c'est du décor, on peut appeler du matte painting, mais quand même illustratif. Ça, c'est ce que je vous explique tout à l'heure. Les petites thumbnails, donc si j'ai des étudiants qui sont là ce soir, parce que je suis prof aussi, et j'enseigne à l'ESMA, j'ai la boucle est bouclée, j'ai étudié à l'ESMA, et je reviens enseigner. Parce que je voulais tester, parce que je trouve ça super fun, quoi. Le travail de thumbnail, c'est la chose pour moi la plus importante quand on débute une illustration. C'est quelque chose que je leur dis tout le temps. Je pense que je les saoule d'ailleurs avec ça. S'il y en a qui sont là ce soir de mes étudiants, mais ouais, c'est la compo, tout est là, la narration, le début d'éclairage. Pour moi, c'est la base de tout. On peut déjà partager tellement de choses avec rien que ces petits dessins. Ça, c'est une illustration perso que j'ai fait pour une masterclass. D'autres décors, d'autres illustrations pour KICO. Donc là où j'ai essayé un peu, c'est un peu une manière différente de voir les choses, parce que comme on utilise des casques en VR et graphiquement, c'est pas forcément évident d'avoir ce qu'on veut, parce que les casques en fait sont autonomes, donc ils n'ont pas une puissance colossale. Et j'ai essayé de graphiquement faire quelque chose de super simple et minimaliste. Je me fais bisuter derrière. Non, t'inquiète, c'est bon. C'est bientôt fini de toute façon. Et de faire quelque chose de simple et assez minimaliste pour qu'on puisse transférer ça sur de la 3D qui coûte pas trop cher à faire, qui soit facilement manipulable, et pour quand même être assez fier d'un rendu 3D qui, quand on le regarde comme ça, des fois peut paraître un peu daté, parce que mine de rien, on est limité par la technologie. Mais du coup, on travaille beaucoup sur les couleurs, énormément sur les couleurs pour réussir à quand même faire vibrer le patient en fait qui va se retrouver dans ces univers-là, quoi.
Donc après, je me fais pas de soucis. Techniquement, tout ça, ça va évoluer. Et après, on pourra faire ce qu'on veut. Mais voilà, c'est un peu les bases de mon taf. Donc voilà, merci. Merci si vous avez des questions. Je suis preneur, je suis tout oui. J'ai un peu débordé, il est 7h15. Ah, trop bien, je vais pouvoir me rendre compte de mes tics de langage. Je crois que je ne regarderai pas je ne regarderai pas sur YouTube. Ce serait impossible. Oh oui, je veux bien des renseignements. Cool, merci Nico d'avoir répondu pour l'or. Bah, merci à vous, c'est trop cool. J'espère que j'ai pas trop bâclé la fin. Ça a été un peu du rush. Attendez, je vais vous montrer quand même ce qui s'est passé des choses quand même pendant le confinement. Et oui. Hop, parce que c'est ça aussi, le confinement. Avant qu'elle se remette à pleurer, je la rends à sa maman. Bon, merci les copains et tous ceux que je ne connaisse pas. Ouais, n'hésitez pas, après vous pouvez me contacter de toute façon. Ouais, je vais mettre ma cam en grand. Tac. Donc voilà, on a dépouillé complètement la licorne. C'est un bon concept de bébé, ouais. Ça a été dur, ouais. Merci. Bon courage pour la fin du confinement. Papa est concept artiste, ouais, c'est hardcore. On en rediscutera. Mais non, c'était chouette. Heureusement, la grande, ouais, heureusement, la grande a été super cool. Mes infos sont dispo. Ouais, je pense sur le live de. Enfin, c'est pas sur le live, mais sur le groupe Tropisme. Ancha, tu me dis si je dis des conneries, mais. Ouais, bisous, Juju. Trop plaisir. Bah, t'es notre 5e, de toute façon. T'es la plus grande, non? On t'a eu tellement longtemps à la maison que. Tu le sais, quoi. Trop bien. Merci. Bah, du coup, bah, je vais couper. Ciao, ciao à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Je peux juste laisser mon. Ouais, voilà, c'est ça. Cool. Merci Anne-Charlotte. Ciao à tout le monde.